Je voudrais dire plusieurs choses. Tout d'abord, je rappelle que la monnaie, elle est pertinente, le sujet de la monnaie est pertinent dans le cadre d'une réflexion sur une société de l'après-croissance, une société qui serait devenue contrainte. Et c'est comme ça que nous voyons les choses. La société va devenir contrainte. Et la dernière fois, nous avons parlé avec Claire en fait de qu'est-ce qu'on pouvait imaginer comme traduction politique, donner comme réponse politique dans le cadre d'une société contrainte. Nous étions partis des réponses qui commencent à être données actuellement. Je m'écarte un peu, mais vous allez voir, je vais y revenir. Hein. Des réponses qui commencent à être données aujourd'hui par un certain nombre de groupes, dont le groupe Solaris, par exemple, hein, qui propose une réponse comportementale, enfin une préparation comportementale à une société qui deviendrait contrainte. Mais nous étions dit, il faudrait aussi, enfin, quel peut être le projet politique, d'organisation politique d'une société qui se retrouverait en situation contrainte. Et c'est ces cas de figure-là que nous imaginons. Et dans cette panoplie de réponses, enfin, c'est une panoplie d'outils d'ajustement de la société par rapport à la, disons, condition contrainte, eh bien, il y a la monnaie. De même que nous avions dit que, comme Albert Einstein, on a de bons maîtres, on ne résout pas un problème avec le mode de pensée qu'il a créé. Eh bien, le système politique qui a créé la croissance via le capitalisme et l'oligocratie, ça ne pourra pas de toute façon être ce système-là qui gérera et qui optimisera la situation contrainte, mais ce sera notre système. Eh bien, la monnaie fait partie. De toute façon, la monnaie fait partie intégrante. La monnaie telle qu'elle est devenue, telle qu'elle est aujourd'hui, elle fait partie intégrante disons, de la panoplie gestionnaire de la société capitaliste. Et la monnaie devra être modifiée. Bon, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'est-ce que c'est que la monnaie? La monnaie, c'est un outil et rien d'autre. Voilà. Et là, je rejoins tout à fait Gildas quand il dit mais la June, elle est ce qu'on en fait. Bon. Et je comprends tout à fait la position de Claire qui dit mais la monnaie doit avoir un objectif vertueux. Alors, bon, j'ai tendance à dire non. Alors, j'ai tendance à dire non, mais il faut expliquer ce non. Euh, la monnaie n'a pas un objectif vertueux. Bon, peut-elle en avoir un? Est-ce que c'est réaliste de penser que la monnaie peut avoir un objectif vertueux? Premier point. Deuxième point, est-ce que c'est possible? Alors, c'est pour ça que je reviens à l'origine de la monnaie. Qu'est-ce que c'est que la monnaie? Avant de dire la monnaie, faudrait qu'elle soit ceci, il faut d'abord savoir qu'est-ce que c'est que la monnaie. Quand on imagine que quelque chose doit être d'une certaine façon, il faut bien comprendre ce que c'est que ce quelque chose. Et bien la monnaie, c'est un outil pour faciliter les transactions. Au départ, quand il n'y avait pas de monnaie, il y avait le troc, à partir du moment où on a fait des échanges. Hein. Avant les échanges, il y a je prends parce que je suis plus fort, donc je prends. Bon. À partir du moment où on dépasse ce stade, et puis les hommes qui se confondent sont de bonne volonté et disent nous allons échanger nos produits, eh bien se pose la question disons, de la mise en équation de cet échange. La première réponse qui a été donnée, ça a été le troc. C'est-à-dire que j'échange ce bien, j'ai ce bien, je l'ai fabriqué ou je l'ai obtenu de telle ou telle façon, et je vais vous l'échanger contre cet autre bien. Le troc a duré très très longtemps. Il a duré beaucoup plus longtemps que n'a duré la monnaie. Si on prend l'homme disons depuis qu'il est Homo sapiens. À partir d'un certain moment, les hommes, on le comprend, ça paraît naturel, ont considéré que le troc ne permettait pas toutes les subtilités, toute la fluidité, dans la mesure où on voulait développer les échanges.
les rendre multicontinentaux, les rendre au niveau des produits multiproduits. Donc, il s'agissait de trouver un bien intermédiaire. Et voilà que le mot est lancé, la monnaie c'est un bien intermédiaire. Au départ, ça a été conçu comme ça, je fais l'historique de la monnaie. Un bien intermédiaire, et alors ça a été des tas de choses la monnaie, hein. Ça a été le sucre, ça a été le sel, ça a été le blé, c'est-à-dire un bien existant qu'on pouvait stocker et qu'à tout moment, on pouvait convertir dans un autre bien. Et puis, ça a été les métaux précieux, et puis ça a fini par n'être que les métaux précieux, et principalement l'or. Donc, on avait une convertibilité entre un certain poids d'or et donc les produits, il y avait une valeur qui était attachée effectivement à chaque produit. Donc ça a été le premier saut. Le premier saut, ça a été de quitter le troc et de créer un bien intermédiaire qui s'est stabilisé sur l'or pour créer la monnaie. La monnaie, c'était de l'or. Voilà. Bon. Le deuxième saut, ça a été de quitter les talons or. Et ce saut est assez récent. Hein. Le saut, ça commence en 1971 quand Nixon abandonne la talon or et ensuite toute la planète suit derrière. Et on passe à l'argent-dette. On passe à l'argent-dette. Quand on dit l'argent-dette, c'est un mot qui ça parle, tout ça, mais me semble-t-il, c'est pas assez technique. En fait, il s'agit de la création illimitée de monnaie ex nihilo par les banques privées. Voilà ce que c'est l'argent-dette. C'est-à-dire que l'argent n'est plus créé à partir d'un stock de biens intermédiaires, d'un stock d'or, et convertible en ce stock d'or, mais il est créé artificiellement, à partir de rien, par la magie du clavier informatique. Et l'argent est créé à chaque fois que quelqu'un emprunte. C'est-à-dire que quand vous empruntez, quand Claire, tu empruntes 10 000 euros à ta banque, qui s'appelle le Crédit Lyonnais ou le Crédit Nord, ou je ne sais pas, cette banque n'a absolument pas les 10 000 euros. Elle fait de la comptabilité, c'est-à-dire qu'elle écrit dans ses comptes en partie double. C'est pour ça en fait que le mot emprunt, il n'est pas bon. Emprunter, ça veut dire que la chose existe déjà. C'est de la création de crédit. Ah ben, Au niveau de la terminologie, c'est important. Pour emprunter quelque chose, il existe déjà. Quand il faut de la monnaie, il crée de la monnaie à partir de rien. C'est du crédit. C'est une émission de crédit. C'est une écriture comptable. D'autant que quand la dette est épuisée, qu'on a remboursé son emprunt, l'argent est effacé, sauf les intérêts que la banque a engrangés. Et monnaie des intérêts qui n'a jamais été créée. Voilà, exactement. Et qui implique du coup un comportement prédateur. Exactement. Pouvoir rembourser une part de monnaie qui n'a jamais été créée. Oui. Alors, l'intérêt, c'est encore autre chose. Évidemment, c'est lié, hein. Mais là, on parle que de la monnaie. L'intérêt, c'est la façon, en fait, de vendre de l'argent. La deuxième caractéristique de la monnaie, la première, c'est d'être bien intermédiaire. La deuxième, hein, c'est d'être devenu une marchandise. C'est écrit dans la loi. La monnaie peut être vendue. Parce que l'emprunt, qu'est-ce que c'est? C'est de la vente de monnaie. C'est-à-dire, je vous vends 1 000 euros pour le prix de 1 200 euros. C'est ça. On te vend 1 000 euros contre, puisque toi, tu vas le payer 1 200 finalement. Voilà. Bon. C'est un accessoire de la monnaie. C'est aussi un des piliers du capitalisme. Hein. Bon, la création monétaire ex nihilo, c'est un des piliers. L'autre pilier, c'est... parce qu'on peut très bien concevoir... Bon, la création monétaire ex nihilo par les banques privées, qui s'appelle emprunt effectivement de façon abusive, c'est pas un emprunt, hein, bon, voilà, et c'est tout simplement une écriture comptable. La banque écrit dans ses comptes à gauche, ce client nous doit 10 000 euros, et à droite, j'ai une créance extérieure de 10 000 euros, c'est créé à partir de rien.
Et on peut très bien concevoir, en théorie, on pourrait concevoir une création monétaire sans intérêt. C'est deux choses différentes. Elle serait condamnable aussi, peut-être, je ne sais pas. En tout cas, c'est deux choses distinctes. Création monétaire, c'est une chose. Crédit porteur d'intérêt, c'est autre chose. Il ne faut pas oublier que le crédit porteur d'intérêt a été longtemps... Alors, le crédit porteur d'intérêt a été longtemps interdit. D'abord, il y avait la crématistique d'Aristote. Ensuite, l'Église catholique a interdit le crédit porteur d'intérêt. Voilà. Et d'ailleurs, l'une des raisons pour lesquelles, je vais dire, la caste des marchands a fait les révolutions, toutes les révolutions de fin du XVIIIe siècle pour prendre la place de la monarchie, c'est que la monarchie, qui était sous la houlette de l'Église catholique, ne voyait pas d'un bon œil le crédit porteur d'intérêt. C'était quelque chose qui était pressenti comme étant source de croissance. La féodalité et la monarchie n'étaient pas pour la croissance. Ça ne veut pas dire que je suis royaliste, hein. Bon, mais c'est une réalité. Et tous ces mécanismes-là bloquaient cette envie des capitalistes d'avoir une croissance effrénée. Et donc la création monétaire ex nihilo fait partie de ces leviers extraordinaires du capitalisme, et le crédit porteur d'intérêt en est un autre, mais ce sont deux éléments distincts. Alors pour en revenir à la monnaie, est-ce que cette monnaie, elle peut être vertueuse? Alors, avant de débattre de ça, j'aimerais poser la question, est-ce que la monnaie, ça peut être autre chose qu'un outil? Bien sûr. Mais le fond de la question, c'est de savoir, en fait, quel doit être le rôle de l'État dans la création monétaire. Le rôle de l'État dans la création monétaire, il est devenu tout puissant. Enfin bon, il est devenu tout puissant à partir du moment où on a abandonné le troc. L'une des caractéristiques de l'abandon du troc, ça a été parce que le troc, on était dans une société, disons, de liberté, une société libérale, où chacun évaluait lui-même la valeur de ce qu'il échangeait. Lorsque on passe à la monnaie or, on va dire, hein, c'est le prince qui bat monnaie. C'est le prince qui bat monnaie et qui dit 1 gramme d'or, voilà, ça va valoir 1 franc, mais qui dit aussi, une semaine après, 1 gramme d'or, ça vaut plus qu'un demi-franc. Donc du coup, il peut doubler la masse monétaire. Bon. Donc, ça veut dire qu'à partir du moment où on abandonne la libre création de monnaie par les individus, et là, on est sur le concept de la monnaie libre, et qu'on dit la monnaie, ça doit être créé par le prince, alors prince, on va dire l'État, voilà, et on n'est plus du tout, on change complètement de paradigme. Et la question, elle est là. Il y a une des questions concernant comment doit être la monnaie dans une société de la post-croissance. Eh bien, entre autres, cette question-là se pose. Est-ce que la monnaie il doit y avoir l'État qui est maître de la monnaie ou non? Ou est-ce qu'il doit y avoir un mix des deux? Bon, on n'est pas là pour donner des réponses aujourd'hui, mais au moins pour voir les pistes. Alors maintenant, la question de la vertu, c'est-à-dire de la... Alors, disons, qu'il y ait un sens politique à la monnaie. Ça, c'est aussi, je pense, une question aussi importante à traiter, à régler, à donner une réponse, que la monnaie doit-elle être battue par l'État, ça pose des questions de comment doit être cet État, hein, avant de savoir s'il doit battre monnaie ou pas, ou si c'est le peuple lui-même qui crée sa monnaie, de façon monnaie libre. Il y a la monnaie a-t-elle un objectif autre que échanger des biens? Bon, ça c'est une question très intéressante qu'on retrouve d'ailleurs avec la logique de l'impôt. L'impôt doit-il être uniquement un prélèvement sur
les revenus des individus pour pouvoir financer des services publics, voilà, ou bien l'impôt a-t-il un objectif d'inciter à faire certaines choses ou d'empêcher de faire d'autres choses? Alors aujourd'hui, on dit les deux. Hein, enfin, l'État, quand l'État dit, mon impôt, il a deux vocations. Il finance les services publics. Et puis, avec l'impôt, je modifie le comportement des gens. Parce que je les exonère d'impôts s'ils font certaines choses. Et puis, je les soumets à plus d'impôts s'ils font des choses que moi je ne veux pas qu'ils fassent. Voilà. Bon, on a voilà, une idée des vertus. Et l'idée de la monnaie vertueuse, disons de la monnaie influençant les comportements, parce qu'on a une monnaie qui ne sert qu'à échanger, et puis il y a une monnaie, enfin, on peut imaginer une monnaie qui va influencer le comportement. C'est-à-dire une monnaie, alors là qui serait pour le coup dominée par l'État. Forcément, une monnaie qui a un objectif comportementaliste, c'est une monnaie qui doit être complètement gérée par l'État. L'État dit, je veux que les gens aient tel type de comportement, donc j'affecte à la monnaie telle fonction. Ou bien je ne veux pas que les gens aient tel type de comportement, donc j'affecte à la monnaie un empêchement à faire ces actions. Bon, c'est une question... c'est une question très intéressante. C'est-à-dire l'anthropocentrisme, il est créé par l'hubris de l'homme, l'orgueil incommensurable, qui transforme tous les éléments, qui adapte tous les éléments de la nature à son image à lui. L'une des plus belles créations, l'une des plus belles créations anthropocentriques de l'homme, c'est précisément la monnaie. Voilà. Bon. Alors évidemment, ce que nous disons, enfin ce que, en tout cas moi je pense très fermement, c'est que la question n'est pas, encore une fois, de vouloir décroissance parce qu'elle va s'imposer, la question n'est pas non plus de vouloir sortir de l'anthropocentrisme, c'est qu'on va en sortir. On va en sortir, c'est-à-dire que, à mon avis, encore une fois, l'enjeu n'est pas de se dire il faut sortir de l'anthropocentrisme qui nous a amené à créer la monnaie, donc comment on va faire. L'enjeu est de dire nous rendons bien compte maintenant, nous rendons bien compte que la bulle civilisationnelle que nous avons créée artificiellement, alors elle était bien, elle n'était pas bien, c'est autre chose, pendant 3 ou 4 siècles, hein, eh bien cette bulle ne fonctionne plus. Parce qu'on a utilisé des ressources qui n'existent plus, on n'a pu la créer. Donc nous sommes ramenés à un niveau où notre action sur la nature est devenue extrêmement faible. Et donc quand on parle de sobriété, la sobriété, elle ne va pas être un choix, elle va s'imposer. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Bon, ça va s'imposer. Donc, dans un cadre de société qui est obligatoirement sobre, parce qu'elle n'a pas, elle n'a plus d'abondance, donc elle est forcément sobre, quelle peut être la réponse en termes, quelle sera, qu'est-ce qu'on imagine qu'il faudrait qu'elle soit. Alors là... Excuse-moi, tu peux reformuler ta dernière question, s'il te plaît? Juste à l'instant. Oui, au stade où la société sera en mode contrainte, où tout le monde aura bien compris que toutes les constructions anthropocentriques de la société humaine, dont la monnaie, eh bien, ça ne fonctionne plus. Et notamment la sobriété, c'est une sobriété qui est obligatoire parce que dans la mesure où il y a moins, le gâteau est devenu beaucoup plus restreint, on est obligé d'être sobre. Donc la question n'est pas de choisir la sobriété, la question n'est pas de choisir une monnaie qui, comme dit Claire, sort de l'évaluation de la valeur des biens, c'est-à-dire c'est des définitions anthropocentriques, mais tout simplement de donner une réponse qui est une réponse pragmatique. Là, on fait des raisonnements qui sont très intellectuels, mais la réponse qui va devoir être donnée, c'est une réponse très pragmatique. La réponse qu'avaient donnée
les hommes pré-industriels, hein, en échangeant leurs biens, en les troquant. La réponse, comment sortir de la monnaie en tant qu'évaluation de la valeur des biens? Mais tout simplement, lorsque chacun évalue ses biens. Lorsque j'échange mes biens contre les biens du voisin, l'évaluation se fait de gré à gré. La perversion intervient à partir du moment où il y a un État central qui réglemente. Alors effectivement, je suis tout à fait d'accord pour dire que la monnaie de dette pousse à la consommation. Alors quand j'ai dit tout à l'heure, mais il n'y a pas aujourd'hui inscrit dans le protocole monétaire une incitation à faire ceci, à faire cela, oui, bien entendu, je ne vais pas au fond de ma pensée parce que c'est vrai que la monnaie, à partir du moment où il y a la monnaie dette, à partir du moment où n'importe quelle banque privée peut créer 100 000 euros, 200 000 euros par jour, parce qu'elle va inciter par la publicité ses clients à emprunter, bon, évidemment, on pousse à la consommation. Et l'outil de développement de la société capitaliste croissanciste, c'est la monnaie dette. Donc, bien sûr, on supprime la monnaie dette, on supprime les incitations à la consommation. Ça paraît de toute façon tellement évident que c'est même pas la peine d'en parler. La question c'est de... Ce sont les banquiers qui décident à qui ils créent la monnaie aussi. Oui, tout ça. Il y a eu des consortiums énormes qui se sont créés, c'est grâce aux copains banquiers qu'on crée la monnaie. Il y a une incitation générale à la consommation et ensuite il y a une répartition sélective de l'attribution de la monnaie à des secteurs ou à des catégories qui sont privilégiées, d'où l'existence de catégories privilégiées, de catégories non privilégiées. Donc, sortir de la monnaie dette, oui, bon, ça c'est un préalable dont il ne me semble même pas nécessaire de discuter. C'est quelle monnaie? Voilà, quelle monnaie? Donc pas la monnaie dette, ça c'est sûr. Donc du coup, là, l'anthropocentrisme prend un vieux coup, parce que quand on enlève la monnaie dette, il reste plus finalement que le troc ou l'étalon, le bien intermédiaire. Alors, on a soit le troc, soit le bien intermédiaire. Le bien intermédiaire, comment est-il géré? Voilà. Bon.